Dans la section précédente, nous avons évoqué ces incroyables couches plates et les espaces vides entre les roches. Nous souhaitons maintenant examiner comment elles se sont formées. Voici quelques publications qui traitent de ce sujet. D'immenses zones incroyablement plates dans le monde à l'époque. Voici une formation où l'on observe des veines de charbon dans la roche. Veuillez noter que les veines de charbon sont également incroyablement plates. Or, cela ne correspond pas aux enseignements scientifiques, selon lesquels le charbon s'est formé naturellement, à partir de débris forestiers qui ont fini par former divers gisements. Ici, ils sont incroyablement plats, et les matières végétales sont merveilleusement préservées dans les roches. Voici un magnifique gisement de charbon, dont nous reparlerons plus tard. Mais remarquez à nouveau ces gisements plats. Tout est incroyablement plat. Ce n'est pas quelque chose que l'on s'attendrait à observer dans le cadre de processus naturels. Ici, par exemple, nous observons des arbres à l'envers dans des champs de charbon. Une autre découverte importante est qu'il ne semble y avoir aucune trace d'exposition à l'air libre. Les traces de blanchiment profond, d'érosion, de canalisation et de résidus de grappes ont tendance à être absentes, même si les roches sous-jacentes sont constituées de matériaux tendres comme le calcaire. Donc s'il y a eu érosion entre les couches parce qu'elles se trouvaient à la surface de la Terre, pourquoi ne la voyons-nous pas? Il n'y a aucune preuve de cela. Cela n'a tout simplement pas de sens. C'est ce que nous appelons une turbidite. Examinons maintenant un autre modèle. Il s'agit d'un coulé de boue sous-marine. Vous savez, lorsque l'eau est boueuse, on dit qu'elle est trouble. Elle est boueuse maintenant. Un courant de turbidité est un écoulement de boue sous-marin. En 1929, un tremblement de terre s'est produit en Amérique du Nord et un morceau du plateau continental s'est détaché et a rugi sous l'océan, rompant des câbles sur son passage. On a donc pu déterminer avec précision la vitesse à laquelle cette boue se déplaçait. Elle avançait à une vitesse impressionnante. Au bout de 3 heures, il se trouvait à 300 milles au large. Cela signifie que cette boue se déplaçait sous l'eau à une vitesse de 100 miles à l'heure. Maintenant, imaginez que vous soyez un petit insecte rampant ou un poisson nageant tranquillement au fond de l'océan et qu'un mur de boue aussi épais que ce mur ici se précipite vers vous à 160 km/h. Que vous arriverait-il? Vous seriez fossilisé en un instant, n'est-ce pas? Voici ce qui s'est passé. Veuillez noter que nous avons un modèle ici. Imaginez qu'il s'agit de la surface de la Terre, largement étendue. Il n'y a aucune montagne aussi haute à l'échelle, et tout est sous l'eau. Maintenant, il y a un tremblement de terre ici, et de la boue commence à couler. Voyons ce qui se passe. Il coule. Observez comment il traverse les collines pour descendre dans les vallées, par-dessus les sommets. Et ensuite, cela va se stabiliser. Et observez ce qui se passe. C'est très intéressant. Il comble les vallées tout en formant une couche sur les collines. Et ceci est de la boue molle. Maintenant, nous allons ajouter une autre couche par-dessus, tant que la boue est encore molle. Nous n'allons pas attendre des millions d'années que cela se transforme en pierre. D'accord? Nous allons le faire tout de suite. Tant que c'est encore de la boue, nous allons provoquer un autre tremblement de terre à un autre endroit avec une boue de couleur différente, et boum. Voilà. Regardez comment cela vient par le coin, tourbillonne dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous voyez cela? La boue descend la colline, remonte de l'autre côté et recommence le même processus. Maintenant, pensez-vous qu'il soit possible que vous puissiez projeter une partie de la boue du fond vers la couche supérieure lorsqu'elle tourne comme ça? C'est possible, oui. En voici une autre. Prenez une partie de la couche inférieure et placez-la sur le dessus peut-être. Et il s'installe. Et nous n'allons pas attendre éternellement. Nous allons simplement laisser les choses se tasser. Ensuite, placez-en un autre par-dessus. Remarquez que les creux se remplissent de plus en plus. À propos, c'est ce à quoi cela ressemble au bas de la colonne, entre le Cambrien et le Précambrien.
Une autre couche. Et un autre. Et un autre. Et maintenant, cela devient assez plat. Et maintenant, ils avancent à toute vitesse, les uns derrière les autres. Et ensuite, nous examinons cela de plus près. Que voyez-vous? Vous voyez une couche superposée à une autre. Et comment sont les contacts? Appartement, et surtout sur le dessus, tout est plat. Et voyez-vous cela ici et là? Là, par exemple, il y a un peu de mélange entre la couche inférieure et la couche supérieure. D'accord? Si nous nous approchons un peu plus, observez ce que nous voyons d'autre. Si vous observez attentivement, vous remarquerez que dans cette couche, de là à là, les matériaux les plus grossiers, les plus lourds, se trouvent au fond. Pourquoi? Parce qu'il est lourd et qu'il se dépose plus rapidement, tandis que les matériaux plus fins, plus légers, restent en surface et mettent plus de temps à se déposer. Ce matériau est donc classé de grossier à fin, comme c'est le cas dans l'eau. Si cette couche s'était formée au cours de millions d'années, avec des périodes de pluie, puis de sécheresse, puis de pluie, puis de sécheresse, et ainsi de suite, serait-elle homogène ou serait-elle classée de grossier à fin? Cela serait confus. Si l'on classe les grains de grossier à fin, du bas vers le haut, qu'est-ce que cela signifie? Comment cette couche s'est-elle formée? Boum, catastrophiquement. Si nous allons dans la nature et que nous observons ces couches, ici nous sommes dans les Alpes suisses, il y en a des centaines, les unes sur les autres. Elles se succèdent donc les unes après les autres. Ici, nous en avons quelques-unes au Texas, elles ont été soulevées, et vous pouvez vous rendre dans n'importe laquelle de ces régions de votre pays. Vous verrez de magnifiques exemples. Elles étaient bien sûr plates à l'origine, puis elles ont été soulevées par la suite. Il s'agissait de turbidites. Comment le savons-nous? Parce qu'ils sont classés de grossier à fin. En voici de très gros, qui montrent une activité int, ce J. En voici un autre. Remarquez les matériaux grossiers au fond. Ensuite, cela devient plus fin. Puis, vous avez la boue fine là-bas. Il y a même des traces de rides qui indiquent que cela s'est produit sous l'eau. Et voici le suivant. Du matériau grossier au matériau fin. En voici un en Australie. Celui-ci se trouve en Nouvelle-Zélande. Veuillez m'excuser. Vous avez le matériel du cours en bas, vous voyez les éléments granuleux, les lignes d'eau, puis les éléments plus fins, et le suivant qui commence en haut. Comment se sont-ils formés? Lentement ou rapidement? Ils ont dû se former ainsi. Ce sont des couches de boue qui se forment de cette manière. Si vous vous rendez au Grand Canyon, vous découvrirez quelque chose de fascinant. Du fond jusqu'au sommet, l'ensemble du canyon présente une texture qui va de grossière à fine. C'est impressionnant. Cela signifie que tout cela a dû se produire en très peu de temps. Les scientifiques vous diront, attendez un instant. Il existe des régions évidentes dans la colonne géologique où nous pouvons affirmer qu'il s'agissait d'une période désertique. Comment allez-vous intégrer cela dans ce contexte aquatique? Et ils citeront des zones comme celle-ci dans le parc national de Zion, par exemple. Cette couche, affirment-ils, correspondait à une période désertique. Et ceci, ici, est une dune désertique. Il y a un problème ici, car les dunes désertiques ne peuvent jamais atteindre une telle taille, car elles ne peuvent pas être aussi grandes dans l'air, mais sous l'eau, elles le peuvent. Ils ont donc étudié ces formations en détail, en examinant leur disposition et leur structure, et sont arrivés à la conclusion qu'elles s'étaient finalement formées dans l'eau. Que s'est-il donc passé? Imaginons que vous ayez un continent, et que les montagnes qui existent aujourd'hui dans le monde n'existent pas. Le paysage était donc différent. Il y avait d'immenses mers intérieures et un bassin océanique. Puis, un événement s'est produit et tout le continent a été submergé par la mer. Cela signifie que la mer s'engouffrerait sur les terres et que tous les sédiments présents dans la mer se déverseraient sur la terre ferme.
Vous auriez alors les sédiments de l'océan mélangés aux sédiments d'eau douce ici, sur Terre. Ensuite, vous effectuez l'opération inverse. Vous relevez les continents, le pliage s'effectue, les chaînes de montagnes se forment, ainsi que le nouveau bassin océanique. Et les sédiments qui se trouvaient dans l'océan se retrouvent désormais sur la terre ferme, visibles dans les chaînes de montagnes et partout ailleurs. C'est ainsi que cela se présente. Les sédiments se trouvent sur la terre ferme plutôt que dans l'océan. Où devrait-il être? Si les océans existent depuis des centaines de millions d'années, où devraient se trouver les sédiments? Le fond de l'océan. Cependant, il n'est pas là. Il se trouve sur la terre ferme. Eh bien, c'est très étrange. Examinons ces couches. Voici deux couches du Grand Canyon. L'une s'appelle le grès de Coconino. L'autre s'appelle la coquille d'hermite. Vous pouvez facilement les distinguer. Elles ont deux couleurs différentes et vous pouvez voir des structures intéressantes. Et voilà. En voici une. Elle s'appelle la flamme. Voici une couche, voici l'autre couche, et vous pouvez observer ici un mélange évident. Vous voyez que celle-ci, ici, semble avoir été fouettée dans la couche supérieure. Ainsi, quelque chose est arrivé et a remué le fond vers le haut, mélangeant les éléments. Si cette couche ici en bas, qui est plus ancienne de plusieurs millions d'années que cette couche, aurait-elle pu se former? Oui ou non? Jamais. Il s'agit d'un véritable cauchemar géologique. Car cela ne peut s'expliquer autrement que par un cataclysme aquatique. Ou pourrais-je enfoncer une couche supérieure dans une couche inférieure en l'écrasant sans la casser? Si la couche inférieure n'était pas molle, impossible. Pourrais-je plier des chaînes de montagnes comme ceci ou comme cela? Pourrais-je simplement prendre les couches et les tordre comme un tas de couches de pâte? Pourrais-je simplement faire cela? Non, à moins que les couches aient été molles. Rappelez-vous que, selon la science, chaque couche correspondait à la surface de la Terre. Chaque couche représente des millions d'années transformées en roche. Comment pourrais-je plier cela sans le briser en millions de morceaux? C'est impossible. À moins que les couches ne soient molles. Comment la science résout-elle ce problème? Ils disent, eh bien, ce qui a dû se passer, c'est qu'ils étaient à l'état de roche, puis il y a eu une période de dépression continentale, et ils ont été enfoncés dans les profondeurs brûlantes de la Terre, où ils ont fondu. Ensuite, ils ont été soulevés et plissés. Bonjour, on a un problème. Là, il devrait alors y avoir des traces de cette chaleur sur la roche, mais la plupart de ces roches sont des sédiments. Aucun signe de chaleur, aucun volcanisme, seulement de la boue et des fossiles. Il n'y a pas de chaleur, et ils sont tous plissés de cette manière. Cela devait donc être tendre. En voici une autre intéressante. Voici un doigt qui dépasse d'une autre couche de boue. Il est évident que ce doigt est dur, cette couche est molle, donc elle s'érode, et ce doigt reste en place. Que fait-il là? D'où vient-il? Si vous observez les couches, vous pouvez voir qu'elles se trouvent également dans le bassin de Côte-Chrome, ici aux États-Unis. Il y a différentes couches, et celle du bas, ici, a en quelque sorte donné naissance à des colonnes qui ont traversé les autres couches avant de se solidifier. Celui-ci a traversé celui-là, puis celui-là pour finir là. Et celui-là a traversé celui-là, puis les autres pour finir là. L'érosion fait son œuvre, emporte tout, et il ne reste plus qu'un doigt. C'est très intriguant. Imaginez que vous ayez deux couches de verre formant le plateau d'une table. Vous avez maintenant un tube de dentifrice, vous vous approchez du verre, vous placez le tube sous le verre et vous appuyez dessus. Que deviendra votre dentifrice? Si vous regardez en haut, vous verrez une grande tache plate, car le dentifrice ne peut pas passer à travers le verre, il est solide. Il en va de même pour ces couches rocheuses. Si je dis que la couche inférieure se ramollit et qu'elle est comprimée, comment peut-elle traverser les autres couches si celles-ci sont constituées de roches solides? Que devrait faire la boue? Il aurait dû être pressé, mais cela n'a pas été le cas. Il est passé à travers tous les filtres. Qu'est-ce que cela vous inspire? Cela indique que lorsque cela s'est produit, ils étaient tous mous. Alors ils ont été déposés et il y a eu un tremblement de terre qui a exercé une pression sur les couches et les a fait remonter.
Elles ont tiré des colonnes, elles se sont coincées, puis elles ont séché et ont formé ceci. C'est ainsi que l'on obtient ce résultat. Cela n'est possible que si elles étaient toutes molles. Les voici, debout comme si elles auraient dû être là. Si vous regardez ici, le Grand Canyon, c'est une autre zone intéressante. Le Grand Canyon traverse une zone surélevée, et c'est là que se trouve le canyon. Or, les rivières ne coulent pas sur les collines. Elles coulent ici, dans les vallées, mais ici, elles ont traversé le sommet. Comment cela s'est-il produit? Comment une rivière a-t-elle pu rester là-haut et franchir la montagne? C'est impossible. Il a donc dû se produire quelque chose pour former cela. Et l'eau a dû s'écouler à toute vitesse, les couches que nous observons aujourd'hui témoignant d'une inondation catastrophique. En regardant le Grand Canyon, qu'est-ce qui a bien pu emporter tout cela? Cette petite rivière qui coule sur une colline? C'est impossible. Nous avons constaté que toutes ces couches ont dû se déposer rapidement. Cette quantité massive de matière emportée par les eaux. Ce processus a-t-il été rapide ou lent? Le canyon de Zion. Regardez cela, le canyon de Gia. Qui a déjà parcouru le canyon de Zion? C'est génial, c'est magnifique. Vous remontez le canyon en faisant attention aux crues, et à la fin, vous pouvez toucher les deux parois et remonter le canyon. C'est magnifique. Vous devriez y aller. Et vous regardez ces canyons, et vous vous demandez, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que cela s'est produit rapidement ou lentement? Eh bien, ici, vous allez en Afrique. C'est à cette époque que l'État naissant de Namibie a été formé, et nous nous trouvions dans une région du Fish River Canyon, avec de magnifiques formations érosives et des traces de vagues. Encore une fois, il y avait de l'eau partout, et il y avait ce canyon. Un joli canyon en forme de V qui tourne au coin de la rue. Il n'est pas aussi impressionnant que le Grand Canyon, mais vous savez, tout le monde ne peut pas être à la hauteur de vos attentes. Voici le canyon de la rivière Orange. Voici la rivière qui forme cette immense cascade avant de se jeter dans ce magnifique canyon. Remarquez-vous que le canyon a la forme d'un V? À la forme d'un V, nous avons donc observé la fissure d'un canyon en forme de V. Ce canyon est un canyon en forme de V. Les autres canyons du monde, les canyons en forme de V. Il est important d'être prudent lorsque vous vous promenez dans cette région, car cet animal est extrêmement dangereux. Il s'agit d'un cobra jaune. Et voici quelques belles formations érosives visibles ici, ainsi que ceci. Il s'agit d'un tourbillon d'eau. Il y en a un autre. Donc voici quelque chose qui l'a emporté lorsqu'il s'agissait de boue molle ou qu'un autre phénomène s'est produit. La science vous dira que ce qui s'est passé ici, c'est que l'eau a coulé, qu'il y avait une pierre à cet endroit, que l'eau a tourné autour de la pierre et a érodé les environs, créant ainsi un trou. Il y a donc un joli trou rond. Certains sont comme celui-ci, en hauteur dans la montagne. L'eau a-t-elle coulé là-haut, d'où ces trous ronds? Ou s'agit-il des traces d'une inondation récente? Voici le fleuve Colorado. Vous pouvez observer les méandres en col de cygne. Veuillez noter qu'il forme à nouveau un V. Vous pouvez le voir ici, formant un magnifique V. Un scientifique a récemment publié un article dans la revue Science, dans lequel il déclare « Nous avons un problème ». En effet, s'il est en forme de V, cela signifie qu'il s'est formé rapidement. Il n'a pas pu se former lentement, car une formation lente entraîne un affaissement et des dépôts. Tous ces canyons ont donc dû se former instantanément, rapidement. Il y a donc eu une formation rapide et une formation lente. Qu'est-ce qu'il a emporté? Que s'est-il passé? Il s'agit d'un autre canyon qui s'est formé instantanément. C'est un type de ruisseau, et vous pouvez voir qu'il est également en forme de V. Celui-ci est récent, il a été emporté par les eaux à une époque plus récente. Voici Bryce Canyon. Qui a déjà visité Bryce Canyon? Vous devez absolument vous rendre là-bas. C'est un endroit magnifique. Vous arriverez dans cette région montagneuse et vous verrez cette magnifique zone érodée. Remarquez cette érosion massive. Il y a une personne à titre de comparaison. C'est fascinant de voir ce qui s'est passé ici. Tout ce qui se trouvait entre les deux a disparu, emporté par les eaux. L'érosion l'a détruite, laissant ces magnifiques monuments à la merci de l'eau. Voici Monument Valley. Remarquez ces monticules qui se dressent dans cette vallée. Autrefois, il s'agissait de plaques plates, empilées les unes sur les autres. Qu'est-ce qui a emporté tout ce qui se trouvait entre elles? Que dit la science? Des millions d'années de érosion.
Cependant, lorsque l'on observe ces monuments, est-il possible qu'il s'agisse d'une érosion rapide plutôt que de millions d'années? Les monuments sont bien là. Tout ce qui se trouvait entre eux a disparu. Et ceci persiste obstinément. Ils se dressent côte à côte, tels deux tours de refroidissement dans une usine. C'est remarquable. Ils sont toujours là. Tout ce qui se trouvait entre eux a disparu. Des millions d'années d'érosion ont emporté tout le reste. Mais ces deux-là sont aussi têtus que des moutons. Ils restent là. Nous ne partirons pas avec les autres. Cela a-t-il un sens? Ou bien, ceux-là sont les jumeaux Navajo, et tout ce qui se trouve entre eux a disparu. Permettez-moi de vous emmener dans une région d'Afrique. Nous sommes au pays des Basuto, et voici une particularité intéressante. Cela s'est produit lors d'un orage. Veuillez noter que l'eau de pluie est venue et a emporté tout le matériau, laissant un monticule ici, un autre là, et un autre encore là-bas. Un autre là, et là, et un autre là-bas. Quelques autres là-bas, et une gamme ici. Et c'est ce qui s'est produit lors d'un orage. Pourquoi ces éléments sont-ils toujours là, alors que tout le reste a disparu? Imaginez la situation suivante. L'eau s'écoule, emportant la terre avec elle. Elle creuse des canaux, évacue la boue, puis soudain, la pluie cesse, et que se passe-t-il ensuite? Il n'y a plus d'eau, et avant que tout puisse être emporté par l'eau, cela sèche et laisse ses montagnes. N'est-ce pas exactement à cela que ressemble Monument Valley? Oui ou non? C'est exactement ce que l'on voit à petite échelle. Un petit canyon s'est formé après une simple averse. Il y en a un autre. Remarquez la forme en V, c'est exactement la même chose. C'est une région magnifique. Nous sommes à Cedarburg, où la montagne est taillée en colonnes. Vous pouvez littéralement entrer dans l'une de ces colonnes là-bas et marcher à travers la montagne. C'est spectaculaire. Lorsque vous entrez, vous vous retrouvez dans une sorte de cathédrale avec d'immenses arches qui vous surplombent. Et vous pouvez vous promener sous ces arches et même voir les différentes couches de boue. Des couches immenses qui se sont déposées les unes sur les autres, avec ces surfaces planes entre elles. Et lorsque vous regardez à travers ces fentes, vous pouvez voir une personne marcher. Vous pouvez voir à travers, et vous marchez littéralement à l'intérieur de cette montagne. Qu'est-ce qui a emporté cela? Il n'y a plus de rivière qui coule à cet endroit aujourd'hui. Soit des millions d'années ont emporté cette région, soit tout cela s'est produit rapidement, et ce n'est plus qu'une relique aujourd'hui. On retrouve également cette particularité dans ces montagnes. Ici, c'est l'inverse. Là, vous aviez clairement des fentes allant du haut vers le bas, mais ici, c'est tout à fait différent. Si vous regardez attentivement, vous pouvez voir que cette montagne repose sur des piliers. Le voyez-vous? Et là aussi, la montagne est littéralement soutenue par des piliers. Voici un plan plus rapproché. En gros, vous ne marchez pas dans une crevasse au sommet de la montagne, mais sous la montagne. Vous traversez une chapelle formée de piliers. On l'appelle l'hôtel de ville en raison de tous ces piliers. C'est étrange. Il n'y a ni rivière ni rien d'autre. Qu'est-ce qui a emporté tout cela? Comment cela s'est-il produit? Vous avez ensuite ces énormes blocs montagneux qui se dressent sur des piliers, et tout ce qui se trouvait entre les deux a disparu. Et vous pouvez désormais traverser la montagne. Imaginez d'énormes couches de boue, les unes sur les autres, recouvertes d'eau. Et soudain, cette eau s'écoule de la terre parce que le bassin océanique se forme et que le continent se soulève. Et cette immense masse d'eau creuse des canaux. À mesure que le bassin s'abaisse, le niveau de l'eau baisse considérablement. Ainsi, des monticules de boue s'élèvent au-dessus du niveau de l'eau lorsque celle-ci descend rapidement et s'écoule rapidement au fond, à une telle vitesse que cela commence à avoir un effet sur ces montagnes. En creusant en dessous, en érodant les canaux entre les deux, puis en dessous, jusqu'à ce que les canaux soient complètement creusés, on se retrouve avec tous ces piliers et ces énormes blocs de boue posés dessus. Et avant que tout soit emporté et que l'ensemble s'effondre, que se passe-t-il?
L'eau a disparu. Ensuite, elle sèche et vous vous retrouvez avec une montagne entière reposant sur des piliers. Si vous regardez au-delà du bord où l'eau aurait coulé, vous verrez d'énormes blocs de rochers qui se dressent ainsi. Cependant, remarquez ceci. L'érosion se trouve ici, au fond. Il n'y a pas de rivière qui coule ici. L'érosion se trouve au fond. C'est comme si quelque chose avait déferlé sur le bord et s'était écoulé ici, avec une baisse du niveau de l'eau qui s'était précipitée à cet endroit, emportant tout ce qui se trouvait en dessous et aurait tout emporté. Mais alors, que s'est-il passé? L'eau avait disparu et la montagne était toujours là. C'est ainsi que nous pouvons expliquer des phénomènes tels que ceux-ci, où l'on trouve ces vestiges et où tout ce qui se trouvait entre eux a disparu. C'est ainsi que nous pouvons expliquer les structures rocheuses étonnantes que l'on trouve au Zimbabwe, par exemple. Bon, voici comment nous expliquons ces caractéristiques remarquables, où l'on observe des rochers qui semblent en équilibre les uns sur les autres. Et vous, vous demandez, comment ont-ils atterri là? Mais, si cela était en réalité un vestige de drap usagé qui se trouvait là, tout a été emporté. Mais avant que tout cela ne s'effondre, l'eau s'était retirée. Cela expliquerait la situation. Cela expliquerait également Ayers Rock en Australie. Il ne reste plus qu'un seul problème. La science affirme que tout cela est tout à fait possible. Mais il y a un problème. Il faudrait certainement des millions d'années pour que ces couches se transforment en roches solides. Eh bien, voici quelque chose d'intéressant. Nous avons ici un pot en céramique et une bouteille enfermée dans de la pierre solide, provenant du HMS Birkenhead, qui a coulé au large de Donjer Point en 1852. En résumé, vous avez deux options. Soit cette bouteille est vieille de plusieurs millions d'années, soit ce rocher n'a pas plusieurs millions d'années. Nous connaissons son âge. Nous savons donc qu'il s'est formé rapidement. Vous avez une cloche. C'est une cloche de navire encastrée dans de la roche solide. Vous devez donc désormais croire soit que la cloche est vieille de plusieurs millions d'années, soit que la roche n'a pas plusieurs millions d'années. Stalactites et stalagmites. Qui a déjà visité une grande grotte quelque part aux États-Unis? Que vous indique-t-elle? Quel âge ont ces stalactites et ces stalagmites? On vous dit qu'ils ont des millions d'années. Est-ce exact? Voici un exemple qui s'est formé lorsque de l'eau a été pompée dans cette zone. Il s'est développé sous leurs yeux, car l'eau était riche en carbonate de calcium, ce qui a permis sa formation. Voici une ou plusieurs photos où l'on voit deux personnes debout en bas. Ce sont des mineurs. Il s'agit d'une mine abandonnée depuis 30 ans. Et ce sont les stalagmites et les stalactites que l'on peut y observer. Il faut donc maintenant supposer que cette mine est vieille de plusieurs millions d'années, ou que sa formation n'a pas pris autant de temps. Quelle est la bonne réponse? Nous savons qu'il s'agit d'une mine et que cela a pris 30 ans. Nous l'avons observé. Il y a un pont que je traverse tous les jours pour me rendre au travail dans mon pays natal. Et sous ce pont se trouve une magnifique stalactite. Chaque fois que je passe sous ce pont, je me demande, qui a bien pu construire ce pont, vieux de plusieurs millions d'années? Une image vaut donc vraiment 1000 mots. Il reste un dernier espoir, les pierres précieuses. Elles mettent certainement beaucoup de temps à se former. Voici la malachite. La malachite est une pierre semi-précieuse que l'on trouve en Afrique. C'est une pierre rituelle. Elle est utilisée par les sorciers et a une connotation magique pour eux. C'est une belle pierre verte qui se forme dans Zaire, l'ancien Congo, où il existe des mines où elle est extraite. Elle se forme en colonnes comme celle-ci. Elle ressemble donc à des stalactites et des stalagmites et se forme lorsque les éléments appropriés sont présents dans la roche. C'est très coûteux. Voici une pièce qui a été expédiée aux États-Unis depuis l'Afrique et qui s'est cassée pendant le transport. Une pièce comme celle-ci mesure environ 12 cm de diamètre. Ce n'est pas très grand. Une pièce comme celle-ci coûte environ 26 000 $ américains. Ce sont des articles de luxe.
Lorsqu'il s'est cassé, ils l'ont renvoyé et un autre revendeur l'a reçu et m'a appelé. Il m'a dit « J'ai un désastre ici, venez voir ça ». Je suis donc allé jeter un œil. Et j'ai vu un fil, le voyez-vous dépasser de la roche? Et j'ai dit au vendeur « Vous savez, il y a un fil ici, c'est très étrange. Puis-je prendre votre pierre de 26 000 $ et la casser ?» Il a littéralement fondu en larmes. Littéralement. C'est beaucoup d'argent, vous savez. Mais nous l'avons accepté et nous avons réussi à le résoudre. Devinez quoi? Que voyez-vous à l'intérieur? Nous nous approchons un peu plus. Que voyez-vous là-bas? C'est un autre fil. Si vous regardez le matériau, il s'agit de malachite. Il n'y a pas d'arnaque ici. C'est de la malachite parfaite. Vous avez donc désormais le choix. Ce fil métallique vous indique que le fil existe depuis des millions et des millions d'années. Ou bien il existe une autre possibilité. Les mineurs ont peut-être découvert qu'en plaçant des fils de cuivre dans la roche et en laissant l'eau s'écouler à travers, cela agissait comme un catalyseur et la pierre se formait rapidement. Alors j'ai dit au vendeur, « D'où avez-vous obtenu ces articles ?» Il a dit, « Je l'ai obtenu au Zaïre. » J'ai dit, « C'est incroyable. Pouvez-vous en obtenir davantage ?» Il a répondu, « Non, il n'y en a plus. » J'ai dit, « C'est une excellente occasion. Appelez-les, demandez-leur si vous pouvez en commander davantage. » Je les ai donc trouvés et il leur a demandé quand ils pourraient en obtenir davantage. Mais ils ont répondu qu'ils n'en avaient plus. Il a donc demandé « Combien de temps vous faudrait-il pour m'envoyer une autre pièce ?» Et ils ont répondu « Quelle taille souhaitez-vous » C'est une question fascinante, n'est-ce pas? Quelle taille souhaitez-vous? Quel est le rapport entre la taille et ce que l'on trouve dans une mine? Je lui ai donc répondu, dire même taille. Il a répondu, environ 12 cm sur 12 cm. Ils sont restés silencieux pendant un moment, puis ils ont dit que nous pourrions probablement les trouver dans environ 3 mois. Combien de temps faut-il pour que ce rocher se forme? 3 mois. Avons-nous besoin de millions et de millions d'années pour obtenir toutes ces caractéristiques? La Bible dit dans Romains 1 verset 20. En effet, les choses invisibles de Dieu, depuis la création du monde, sont clairement visibles à l'esprit, étant comprises par les choses qui ont été faites, même sa puissance éternelle et sa divinité, de sorte qu'ils sont inexcusables. En substance, si vous observez autour de vous, vous pouvez voir des choses qui pourraient vous amener à penser que la Bible n'est peut-être pas si erronée après tout. C'est le message principal de ce texte. Nous avons maintenant examiné certaines caractéristiques. Nous avons abordé la question du temps, nous avons examiné la cosmologie, nous avons observé les planètes et les étoiles, ainsi que toutes les théories sur l'origine de l'univers. Mais nous n'avons pas examiné en détail si ce déluge était effectivement universel. C'est un problème. La science est disposée à examiner certaines des preuves qu'elle trouve et à dire « D'accord, nous sommes coincés. Nous admettons qu'il y a un problème. Mais nous ne reconnaîtrons que les catastrophes locales. Nous dirons oui, il est possible que cette caractéristique là-bas se soit formée lors d'une catastrophe locale et que celle-là là-bas se soit formée lors d'une catastrophe locale. Mais un déluge universel, n'y pensez même pas. Pourquoi est-ce impératif? Réfléchissez-y. Pourquoi est-il impératif pour la science de nier l'existence d'un déluge universel? Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. En effet, si un déluge universel s'était produit à un moment donné dans un passé pas si lointain, détruisant toute vie sur la planète, et puis c'en était fini, et que vous souhaitiez rester naturaliste, que devriez-vous faire pour que l'évolution reprenne à partir de ce moment-là? Vous devriez tout recommencer depuis le début. Êtes-vous d'accord?
Il est donc impossible pour la science moderne de concevoir un déluge universel. Impossible. S'il y a eu un déluge universel, ils ont un grand problème. La continuité des archives géologiques et de tous ces fossiles serait alors interrompue, coupée. Il faudrait tout recommencer depuis le début, ce qui est inconcevable. Restez donc avec nous pour la prochaine conférence, pendant que nous faisons une courte pause, puis nous examinerons la possibilité d'un déluge universel par rapport à la science, qui affirme qu'il n'y a pas eu de déluge universel. Il leur est impossible d'accepter cela. Cela pourrait être intéressant. Restez avec nous, car c'est ce à quoi vos enfants sont soumis chaque jour à l'école, à la télévision et dans les musées qu'ils visitent. Il est temps que vous découvriez l'autre version de l'histoire afin de pouvoir faire un choix intelligent. Sans présenter les deux côtés de la question, il est impossible de faire un choix. Tout ce que je dis, c'est qu'il faut s'exposer aux deux idées afin de pouvoir soit ridiculiser la création, soit l'accepter en fonction de votre vision du monde. Je vous remercie de votre attention.